Bonjour à tous, nous sommes au Club des Pyramides avec nous. Écoutez, un ami de la famille, Ouais. Adrien Maigret. Écoute, avant le grand match qui nous attend d'ici une petite demi-heure, Ouais. on Ça, va. c'est en privé. Hein. Voilà. Comment ça, c'est en privé? Non, non, c'est de l'officiel, vous l'avez bien compris. On va d'abord parler, d'abord de l'actu du moment. On parle de Bordeaux, on parle des conditions de jeu. On en parle beaucoup. On voit des joueurs qui se blessent, on voit des joueurs qui ne viennent pas. Voilà, un peu, quel est ton avis par rapport à tout ça? Déjà, bonjour à tous, bonjour Franck. Mon avis, écoute, le P2 de Bordeaux, je l'ai commenté hier sur Canal+. Là. Les conditions de jeu, pour une fois, sont des conditions de jeu plutôt bonnes, je trouve. C'est assez équilibré, plutôt lent même, je dirais. Alors, ça n'empêche pas les grosses matcheurs de bien taper. Hein. Mais en tout cas, on voit du padel, on voit toute la variété du padel. Et c'est ce qui m'inquiète, moi, dans le paddle un peu, entre guillemets, Tu penses à 2.0 Valladolid vers 3.0 même. Tu penses à Valladolid, Ouais, mais principalement. pas que. Il y a Valladolid, oui, c'est sûr, où les conditions sont extrêmement rapides, où c'est très difficile de faire un break, où finalement on voit que des smatchs tapés, Et ou pas de que jeu. des volets claqués, et pas vraiment de tactique padel. Et donc, moi, voilà, j'alerte un petit peu ça. Enfin, voilà, j'espère que ça va servir ou pas. En tout cas, moi, mon opinion, c'est que je trouve que le paddle est de plus en plus rapide, avec des balles qui sont de plus en plus vives, et que je pense qu'il faudrait réglementer ça. Alors, on a vu que Sagno avait fait un article là-dessus. Ouais. Lui, son idée, c'était d'agrandir le terrain, De de passer monter de les 3 grilles. à 4 mètres. Voilà, de Voilà. passer de Il 3 à estime 4 qu'il mètres. faudrait qu'il y ait du. En gros, dans l'idée, c'est qu'il y ait du full 4 mètres partout sur la piste, alors qu'aujourd'hui, effectivement, on est à 4 mètres. C'est ce qu'on appelle les par 4 d'ailleurs, Ouais. souvent quand il y a des smash droit devant qui passent au-dessus des 4 mètres. Et puis arrêter les portraits quand on est du 4 mètres latéral. Alors, Voilà. c'est une idée comme une autre, moi, que j'approuve pas, parce que je pense que les gens qui jouent, qui sont pratiquants en amateur, veulent avoir le même terrain que les professionnels, et qu'on ne peut pas avoir deux terrains différents. C'est impossible. Donc, passer à 4 mètres pour les amateurs, déjà qu'il y en a qui ont du mal à faire des par 3, là, Ouais. ce serait quasiment impossible. Je veux dire, il y a quand même, dans l'apprentissage du padel, quand un élève arrive à réussir son premier par 3, c'est quand même une énorme satisfaction. Et je pense que voilà, passer à 4 mètres, ce serait trop difficile. En amateur, dans les niveaux un peu plus bas, bien évidemment que ce serait beaucoup trop dur de finir un point. Et je pense que c'est une mauvaise idée d'agrandir le terrain. On ne peut pas faire un terrain spécial juste pour le premier paddle. C'est pas possible. Moi, la solution que je pourrais apporter, enfin, en tout cas mon idée, ce serait de réglementer les raquettes et les balles. Je pense que c'est pas assez réglementé aujourd'hui. C'est un sport qui a beaucoup évolué et qui continue à évoluer. Et c'est pas assez réglementé. Les balles ne sont pas assez réglementées. Les balles ont changé. Quand j'ai commencé le paddle en 2016, ça n'avait rien à voir les balles avec les balles d'aujourd'hui. Pour toi, il y a eu une évolution claire au niveau des balles. Ah, les balles, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que Plus dur. les balles, rien qu'à l'époque du World Paddle Tour où on jouait avec les Head Pro, Head Pro S, Ouais. il y avait déjà une énorme différence entre la Pro et Entre la la Pro et la S, Pro S. déjà. Enfin, ça avait été fait, pour rappel, parce que parfois il y avait des compétitions qui avaient lieu, qui se jouaient en altitude, à forte altitude, Bien et sûr. donc on essayait de varier, de compenser avec ces balles. Exactement. Et ils l'ont fait aussi pour les femmes. C'est-à-dire que souvent les femmes Oui. jouent avec la S et les Ouais. hommes jouent avec la Pro, ce qui est très bien. Ça permet d'équilibrer un petit peu, d'avoir des conditions plus rapides pour les femmes qui, elles, physiquement, en termes de puissance, ont plus de mal à terminer les points. On le voit même là, j'ai recommenté hier, match un quart de finale femmes. Les échanges sont beaucoup plus longs que chez les hommes. Donc c'est bien d'ajuster, d'avoir une balle un peu plus rapide peut-être pour le paddle féminin et une balle un peu plus lente pour le paddle masculin. Le problème, c'est que les balles qu'on utilise aujourd'hui, celles en tout cas du premier paddle, bon, c'est des Wilson, mais c'est pas contre la marque Wilson, c'est toutes les marques en règle générale. On fait des balles de plus en plus rapides. Et du coup, même nous, je veux dire, en P2000, les conditions de jeu sur les 4 P2000 de cette année, c'était pas du paddle. J'ai joué à Aix-en-Provence, on a fait finale avec Yann. On a joué dans les premiers matchs sans sortie, avec des balles Wilson premier paddle. C'était pas du paddle. En huitième et en quart de finale, il n'y avait pas une vibra. Il n'y avait pas une vibra ni une bandera. Il n'y avait que des smash tapés. Après, les conditions de jeu étaient particulières, il faisait chaud, on Bien était en sûr. extérieur, Oui, le soleil tapait énormément, donc forcément avec les vitres qui sont brûlantes, on le sait, hein, plus c'est chaud, plus les vitres sont, Bien sûr. sont Alors, on sont peut chaudes. ajuster avec les différents modèles de balles, parce que dans toutes les marques, il y a une balle qui est un peu plus, moins rapide que l'autre. Mais la vérité, c'est que les balles aujourd'hui, même celle qui est la plus lente, elle est beaucoup trop rapide. Et je pense que ce qui fait qu'on adore le paddle, qu'on aime le paddle en amateur, mais aussi à regarder, c'est qu'il y a des échanges, c'est qu'il y a un aspect tactique où on prépare le point, où on essaie de faire rater l'adversaire, et c'est pas juste voir des athlètes taper dans tous les sens, et surtout taper tout le temps des smatchs qui reviennent dans leur camp.
Donc augmenter le par 4 de Sanyo, la solution que Sanyo donne, augmenter et mettre par 4, ça ne changera rien. Les joueurs continueront à taper tout droit et ils continueront à pas y avoir, on continuera à pas y avoir d'échange dans les tournois. Donc je pense que la solution, et c'est que mon avis, peut-être qu'elle est partagée par nos viewers aujourd'hui ou pas, mais en tout cas, je pense que la solution, c'est de réglementer les raquettes et les balles, que les raquettes ne deviennent pas trop puissantes, que les balles soient, je ne sais pas, une pression réglementée, à peut-être une matière réglementée. Enfin voilà, je ne suis pas un spécialiste des balles, mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, toutes les balles, dans toutes les marques, sont beaucoup trop vives. Alors tiens, juste on rebondit sur les balles puisqu'on est sur ce thème. Les balles, elles sont telles. Alors c'est vrai qu'on entend, les fans parfois, on les voit pester sur la qualité des balles, entre guillemets. C'est un sujet extrêmement récurrent, peut-être le sujet le plus récurrent dans les clubs. On joue une fois avec des balles, c'est terminé ensuite, ça coûte cher. Toi, t'en penses quoi? Parce que maintenant, tu dis que ça fait depuis 2016 que tu joues, tu as pu voir un peu cette évolution. Est-ce qu'on a l'impression que la qualité des balles est moins bonne, meilleure? C'est quoi ton avis par rapport à ça? Alors je trouve que ça dépend des marques. Il y a des marques qui se sont améliorées en qualité, il y en a qui se... Moi je sais par exemple, on parlait de Head tout à l'heure, les Head Pro pendant quelques années, elles étaient beaucoup moins bien là. Là, ils se sont raméliorés. On voit qu'il y a des balles où les balles Wilson sont quand même bien meilleures qu'il y a. J'ai été sponsorisé par Wilson il y a quelques années. Pareil, la qualité des balles. Les balles Technifib maintenant, c'est des très bonnes balles. Il y a quelques années, c'était pas des bonnes balles. Les balles Nox, pareil, c'est un petit peu de meilleure qualité. Je trouve qu'elles s'améliorent en termes de qualité, mais en fait, ils améliorent la qualité, mais en mettant des balles beaucoup plus dures. Donc du coup, ça joue aussi sur les conditions de jeu. Autre thématique, ce sont les chiffres positifs du paddle quand même. Alors même s'il y a des mais et que en fait on se rend pas compte, mais ça je vais te laisser justement. Il y a un mais, c'est que là on a parlé des 100 000 joueurs licenciés paddle. La Fédé a également communiqué sur le fait que attention, mais ça tu l'avais déjà dit juste avant. Tu dis attendez. Il manque les multi-raquettes qu'elle a indiqué d'ailleurs dans un récent communiqué. Mais là aussi, combien y a-t-il de personnes qui sont comme Franck Binisti, comme je me souviens Arnaud Di Pasquale, qui était encore tennis, qui m'expliquait être tennis alors qu'il jouait plus au tennis mais qui joue au paddle, ou d'autres qui ne sont pas justement dans ce système de multi-raquettes. Voilà, toi, t'en penses quoi de ça? Moi, j'ai vu cette com de 100 000 licenciés, ça a été le titre en gros. Ouais. Alors, bien évidemment, il faut après cliquer, aller voir le lien et lire l'article en entier pour voir un peu plus de détails. Mais la grosse communication, ça a été 100 000 licenciés paddle. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus que 100 000 licenciés paddle. Je pense que c'est minimiser le paddle de faire cette communication-là. Il y a beaucoup plus parce que il y a la licence multi-raquette et que réellement, pendant des années, la FFT n'a jamais communiqué sur les chiffres de paddle. C'est la première fois vraiment. Moi, je n'ai pas le souvenir qu'on nous ait dit sur un titre comme ça où il y a 25 000, 50 000, peut-être que ça a été dit oralement. Parce que 100 000, c'est symbolique. 100 000, c'est comment dire, il y a une symbolique, c'est un plancher à partir de 100 000. 100 000, mine de rien, c'est quasiment 10%. Non, mais comment il peut y avoir, 10% du nombre, y avoir 100 000 licenciés s'il y a quasiment plus de 90 000 compétiteurs? Ah oui, on ne peut pas dire que tous les licenciés font. On est d'accord. Donc je pense que ce chiffre est erroné. Et que si on pousse un peu plus loin, effectivement, on voit que, et ça a été dit après dans l'article derrière, il y a environ 250 000 personnes qui ont mis activité principale le paddle. Il y en a plein qui jouent au tennis et qui jouent au paddle. Moi, je pense qu'il faut communiquer surtout sur le nombre de licenciés global de la Fédération française de tennis et pas différencier les sports. Moi, je pense que malgré tout, le paddle est en train, en termes de chiffres, de se rapprocher du tennis et qu'on n'a pas communiqué sur le paddle jusqu'à présent. Je ne vois pas pourquoi on communique maintenant en essayant de minimiser un peu en disant que 100 000 licenciés. Tu penses qu'aujourd'hui, tu penses que le chiffre est… tu as utilisé le mot minimiser. Tu penses qu'aujourd'hui, clairement, lorsqu'on annonce qu'il y a 250 000 joueurs de licenciés, soit uniquement paddle, soit multi-raquettes, tu penses que c'est un chiffre qui est minimisé? Moi, ce que je pense, c'est que la grosse communication des 100 000 licenciés était minimisée, que peut-être que maintenant ils sont corrigés en disant plus. Je pense qu'on est plus entre les 300 et 400 000 licenciés paddle. Parce que moi, par exemple, je suis licencié multi-raquette. Je pense que toi, tu es licencié multi-raquette aussi. Mais mon activité principale aujourd'hui est paddle. Aujourd'hui, t'es resté tennis? Est-ce que toi, tu as fait la démarche? Parce que c'est vrai que la Fédé, et je m'en souviens, a communiqué plusieurs fois sur le fait, ce serait bien que les joueurs, en règle générale,
Oui, mais via la plupart TNUP. le font pas. Mais, oui, non, Moi, j'ai même pas fait, je j'ai sais, même pas non, regardé mais sur je le sais, l'application. je sais. Mais d'ailleurs, ceux qui le disent eux-mêmes, souvent, l'ont même pas fait Bah, voilà. pour eux-mêmes. Donc, voilà, parce qu'on va pas aller sur le site, trouver l'endroit où il faut passer, switcher, de mettre tennis à paddle ou Oui, pickleball bien sûr, ou non, mais y a beach pas tennis, que etc. beach tennis, ouais. Donc, au final, personne ne le fait. Puis, par défaut, ça reste tennis. Oui. Ou rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a 1 200 000 licenciés à la Fédération française de tennis Ouais. et que ces 1 200 000 licenciés, ils sont arrivés parce qu'il y a aussi d'autres sports qui sont venus avec le tennis. Moi, j'ai travaillé 16 ans dans le tennis, plus même, mais j'ai été directeur sportif d'un club pendant 15-16 ans et je me suis rendu compte que on était descendu à 800 000 licenciés quasiment, alors qu'avant on était bien au-dessus des 1 million, que les chutes des licenciés tennis, pour plein de raisons. Attention, l'idée c'est pas de dénigrer le tennis, au contraire, c'est un sport, moi, j'étais passionné par ce sport, je le suis toujours, je joue toujours de temps en temps pour le loisir et j'ai enseigné pendant quasiment la moitié de ma vie le tennis, donc j'adore le sport, mais c'est pas bien de. Je pense que la com de départ de dire on ne sépare pas les activités, on est une famille entre guillemets sport de raquette, il faut la garder, il faut pas essayer de dire 100 000 licenciés paddle, oui, mais on estime. Non, on a 1 200 000 licenciés et on fait partie de la même famille, tennis, paddle, pickleball. C'est mon ressenti. Tu n'as pas envie, cette distinction. Mais pourquoi quand on communique tennis, Oui, on annonce 1 million. On annonce 1 million et on n'annonce pas que les licenciés tennis dans ce cas-là. Et pareil pour le beach, pareil pour le pickleball. Non, c'est une famille. Il faut pas différencier les sports. C'est pas bon de les concurrencer. On est ensemble. Donc autant faire en sorte d'avoir cette communication-là et cette image-là de se dire maintenant c'est les clubs de sport, les clubs associatifs ou les clubs privés. Là, on le voit ici. C'est du multi-raquette. Ah oui. Il y a du pickleball, il y a du paddle, il y a du tennis, il y a même du squash. Bon, on va plus loin là, mais je veux dire, c'est vers là que doivent aller les clubs associatifs pour évoluer, pour essayer de dynamiser les sports de raquette. Moi, je suis un fan de tennis, toi aussi, Oui. de paddle Et de paddle aussi, bien évidemment. Est-ce que ça t'intéresse pas quand même d'avoir des chiffres et de pouvoir distinguer parmi ce chiffre de 1 million Oui, de te dire, voilà, il y a tant de joueurs de pickleball, il y a tant de joueurs de paddle, tant de joueurs de tennis. Je suis d'accord, pourquoi pas? Ça peut être intéressant de savoir, mais dans ce cas-là, il faut faire une licence que tennis, que paddle, pourquoi faire multi-raquettes? Parce que tu en as beaucoup qui parfois participent aux deux, qui jouent aux deux. Et puis c'est une même fédération. C'est une même fédération également. C'est une même fédération. Voilà. Le problème ici, le problème, c'est juste de bien faire le distinguo entre celui qui ne fait que du tennis, celui qui fait du tennis et du paddle, etc. etc. Mais on le fait pas vraiment. On le fait. Alors, peut-être que ça se passe à la source. Ça veut dire qu'au moment de payer ta licence, eh bien, tu dois cocher je fais du tennis et du paddle, voilà, et automatiquement, les choses se font. On sait que tu ne fais pas, par exemple, et puis tu paieras 2 € de plus ou 1 € symbolique de plus, tu fais du pickleball ou du beach tennis en plus. Point. Ouais. En fait, c'est une manière peut-être à la source. Moi, en tout cas, mon opinion aujourd'hui, c'est que tous ces sports-là font partie de la même fédération. Ouais. Et que l'idée de vouloir séparer, il fallait le faire dès le départ dans ce cas-là. Ou alors, quand on le sépare vraiment. On ne fait pas juste une petite licence paddle, mais multi-raquette pour pouvoir faire les compétitions, les matchs par équipe et tout. Et après dire, il y a 100 000 licenciés. Non, c'est 1 200 000 pour tous. Voilà, on est 1 200 000 de la Fédération française de tennis, paddle, beach tennis. D'ailleurs, ce qui serait très intéressant bientôt, c'est de voir si la fédération va changer de nom. Parce qu'aujourd'hui, comme en Italie, ils ont mis tennis et paddle, ça pourrait très bien être une multi. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un autre débat aussi. C'est un autre débat. Mais c'est là où on va. Finalement, quand la Fédération française a plusieurs sports comme ça et qu'elle essaie de les développer plus ou moins en fonction des objectifs de toi, chacun. Tu penses clairement qu'on devrait essayer de suivre les traces de notre voisin italien qui carrément a changé son naming. Au moins, on sait que c'est tennis et paddle, au moins les choses sont claires. Je pense que ce serait une bonne idée, effectivement, mais pas que paddle. Hein. Pourquoi pas beach tennis aussi? Enfin, il faut trouver un nom. Fédération des sports de raquettes, mais le problème, c'est qu'il y a une complication là. C'est qu'il y a sport de raquettes, ça voudrait dire. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que les deux sports principaux de la fédération, c'est le tennis et le paddle. C'est le tennis et le paddle. Ouais. Et le paddle, je pense, c'est mon opinion, en termes de chiffres, est très proche, que ce soit en compétiteur ou alors que ce soit même en nombre de licenciés, commence à se rapprocher du tennis et que dans l'idée générale, il ne faut pas concurrencer, il ne faut pas dire, même quand le paddle sera plus grand que le tennis, imaginons s'il l'est, il ne faudra pas dire ça y est le paddle, non, ça restera la Fédération française de tennis qui a pris le sport, qui l'a développé et donc il faut que ce soit une famille et qu'on n'essaye pas de dire tel sport est numéro 1, tel sport est numéro 2, tel sport est numéro 3, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de développer tous les sports, essayer d'augmenter le chiffre global et dans ce cas-là, faire en sorte que tous les sports progressent.
Allez, changement de sujet, on va parler de ton actualité parce que je te rappelle que tu as une ambition. T'en as plusieurs même, mais Moi, j'en ai une grosse, t'en as une grande, ambition. Il y a une échéance qui est prévue pour octobre-novembre prochain. Ouais. Mais d'abord, avant de parler de cette échéance internationale, on va parler du stage en équipe de France parce que oui, mon cher, oui, you are back. Hein. Je suis sélectionné au stade. Alors, back, c'est un bien gros mot. Alors, justement, back. on va en parler. Allez, back, parce que effectivement. Ça m'a tenu à cœur. Je te cache pas que Non, mais... j'ai jamais rien dit et tout, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de communication réelle pourquoi j'avais pas été sélectionné l'année dernière. Si, on l'a dit. On en a parlé tous les deux en moult interview. fois, même nous. Si, quand même, si ça a été dit, redit, même je me souviens Mario Cordero en répondant moult fois. L'année dernière, c'est vrai que j'ai eu la naissance de ma fille et j'ai mis une priorité à la naissance de ma fille. On a beaucoup échangé avec Pablo Emma qui était prêt à me sélectionner et qui finalement, ensemble, on a discuté, on a échangé. Et à l'époque, c'était Benjamin Tison aussi avec qui j'ai échangé et discuté. Et on a fait le choix ensemble que je vienne pas parce que c'était trop risqué. Si je venais, il y avait un risque à tout moment, je sois obligé de partir. Donc pour le groupe, c'était pas bon. Donc finalement, j'ai pas été sélectionné. J'étais prêt à faire l'effort au début quand c'était eu en interview. C'était au Paris Country Club. Ouais. J'étais dans l'idée de plutôt pas faire ouais. et de dire bon voilà, je ferai pas cette fois-ci. Et en fait, en discutant avec Pablo, il m'a dit qu'il avait besoin de moi, que ça l'intéressait que je sois là encore. Donc c'est vrai que je m'étais un peu ouvert. Et au final, on l'a pas fait et je trouve que c'était la bonne décision. Et donc là, je suis content j'appelle pas ça un comeback parce que ça fait depuis 2018 que je suis en équipe de France mais et que je suis au stage. stage. Parce que tu n'étais pas là l'année dernière, donc forcément, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre alors, au stage, j'étais, mais par contre, j'étais pas effectivement à la compétition. Donc je suis content d'être au stage équipe de France. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de très bons joueurs jeunes qui performent cette année. D'ailleurs, il y en a qui m'ont battu. Robert, Basso, deux jeunes qui m'ont battu cette année en début de saison. Dans des conditions un peu particulières, mais bon, voilà. Tu sois en équipe de France, en stage en équipe de France, la question ne se pose pas. D'ailleurs, on en avait déjà parlé avant, il n'y a pas de débat. Par contre, aujourd'hui, tu viens de le dire à l'instant, il y a quand même de plus en plus de concurrence. Ça pousse chez les jeunes, ça pousse de plus en plus. Mais Adrien Maigret, on sait que lorsqu'il est en équipe de France, il ne faut pas avoir la mémoire courte. On sait que c'est un peu comme Tipermat, il met sa cape et puis là, il y a… En fait, c'est vrai que Pablo, il m'en a parlé, il aime bien mon profil parce qu'il sait que sur ce genre de compétition, j'arrive à me transcender et que, au contraire que certains peut-être s'effondrent dans ces moments-là, moi, j'ai plutôt tendance à mieux jouer, à faire des meilleurs matchs que quand je fais un tournoi, on va dire, pour moi perso. Après, c'est aussi un peu dans mon profil, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été très… dans le tennis, c'était pareil, j'étais très match par équipe, c'est là où j'ai fait mes plus gros matchs. Et au paddle, c'est toujours pareil, donc quand je joue là, quand j'ai la chance… En fait, le truc, c'est que on est tous les deux, encore plus toi, mais un ancien du paddle, et en fait, moi, j'ai vraiment cet état d'esprit. Les jeunes, peut-être, ne s'en rendent pas compte aujourd'hui, parce que le sport est déjà développé. Mais nous, quand on a commencé, on jouait dans des hangars à 1 heure de chez nous pour faire des parties. Ouais. On faisait des tournois dans l'anonymat le plus complet. Et donc, moi, j'avais pas prévu dans ma vie d'être en équipe de France. Si tu veux, j'étais enseignant de tennis. J'ai pas voulu faire de la compétition de haut niveau au tennis. Donc, d'avoir la chance de pouvoir le faire au paddle, je relativise beaucoup. Je me dis que c'est une énorme chance pour moi et que c'était pas prévu dans ma vie. J'ai pas joué 20 ans au paddle pour arriver en équipe de France. Donc quand j'y suis, que j'ai le maillot, je me dis mais en fait donne-toi à 200%, fais tout ce que tu peux et puis essaye de faire la meilleure prestation possible pour le coach parce que j'adore Pablo, pour les joueurs, mes partenaires et puis voilà pour le pays, pour tout le monde, pour tous ceux qui aiment le paddle. Alors c'est terrible à dire, mais est-ce que le fait que Thomas Legge ça c'est terrible. Ne soit plus là, ça a une conséquence, c'est que forcément ça libère une place et toi on sait que tu es un joueur hybride, donc forcément joueur de droite, joueur de gauche, on pourra te caler là où on a besoin de toi. D'abord ça libère une place et ça veut dire que ça assure, en tout cas que ça te permet d'envisager très sérieusement une place en équipe de France. En tout cas, même si évidemment les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Ouais, après c'est pas pour moi c'est pas un bonheur. Non, c'est pas du tout un bonheur parce que c'est un copain, c'est un ami et puis on l'aime tous beaucoup. Pour lui personnellement là, il était moi je le suis beaucoup parce que Thomas je le connais depuis qu'il est plus jeune. Ouais. Il a été en équipe de France, il a intégré l'équipe de France quand nous on était numéro 1 et quand il est arrivé à son jeune âge et a eu beaucoup de maturité à ce moment-là, il a tout de suite intégré le groupe. Et c'est devenu un pilier. C'est devenu un pilier aujourd'hui, que ce soit sur le terrain ou alors en dehors, parce que c'est notre meilleur joueur aujourd'hui. Il a énormément progressé. Cette année,
il avait vraiment un niveau de jeu qui commençait à monter vraiment. Il le disait, c'est sa meilleure année. Ouais, il jouait très bien et Dans je une pense qu'il interview qui est avait, sortie ce matin. il était bien parti en tout cas pour atteindre son meilleur classement. Je crois qu'il l'a atteint d'ailleurs, mais encore aller chercher pourquoi pas même faire mieux que Benjamin Tison. 56, je crois, ou 57 FIP. Mais en gros, voilà, c'est une grosse perte pour l'équipe de France. C'est notre meilleur joueur. C'est aussi un pilier dans l'ambiance du groupe. Et donc, moi, j'espère qu'il sera là quand même s'il est blessé. Alors, je sais que ça pourrait être dur mentalement pour lui, mais qu'il soit présent, qu'il soit avec l'équipe, qu'il apporte son expérience. Un peu comme Jérémy Scatena, qui parfois était présent. Il est venu l'année dernière. Il est venu, Je pense que c'est important. Je pense qu'il ne faut pas oublier les anciens, que des joueurs comme Jérémy Scatena, même Robin, il est sélectionneur, mais comme Robin qui a fait beaucoup partie de l'équipe, il faut leur demander s'ils veulent venir, être présents, apporter leur expérience, aider l'équipe. Et je sais que Scatena l'année dernière est venu avec grand plaisir et dans l'ambiance du groupe, il a servi. On connaît Scatena. Il sert en coulisses. D'ailleurs, on l'avait entendu, on l'a peut-être entendu là lors des matchs de qualif du Bordeaux P2. On a entendu sa voix. Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de monde. Du coup, on entendait l'équipe de France supportée par Jérémy et toute l'équipe. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est marrant ce que tu me dis parce que ça me rappelle un discours dans le tennis de Joe-Wilfried Tsonga qui disait que dans le tennis. Ah oui, mais qui dit. Si tu me compares à Joe-Wilfried Tsonga, c'est un compliment. Un compliment. Non, mais tu vas me suivre. Et il expliquait très récemment que dans une interview, je ne peux pas donner peut-être Eurosport ou je ne sais plus quel média, il estimait que les anciens n'étaient pas suffisamment sollicités. Il en avait parlé après Roland Garros, je me souviens. C'était après Parce qu'il n'avait pas une accréditation, je crois. Peut-être. Alors, c'est un peu confus. Et que voilà, vis-à-vis de la jeunesse qui arrive, on n'arrive pas à créer des top joueurs français et que peut-être qu'aussi le fait de voir tous les bons joueurs de tennis français ne pas être sollicités comme ils devraient l'être, c'était un manque, c'était peut-être même une erreur. Et j'ai l'impression, lorsque tu dis ça, que tu le dis d'une certaine manière à la même chose que je Moi, je ne dis pas que c'est une erreur, parce que c'est de la mise en place pour l'instant de la fédération. Il y a beaucoup eu d'évolution en équipe de France, mais je pense que ce serait une bonne idée, en tout cas pour notre génération, nous, le jour où je ne serais pas sélectionné, où j'aurais plus le niveau, que je puisse avoir l'opportunité d'être présent, comme je le souhaite aussi. C'est-à-dire, moi, je sais que par exemple l'année dernière, quand je n'étais pas à la Doha, je suis passé par Bastien pour lui, juste avant l'Italie, pour lui dire est-ce que je peux vous faire une visio, Alors Bastien a accepté, a dit oui, je l'ai demandé à Pablo qui a validé, et donc je les ai appelés en visio et j'ai eu un petit discours pour leur donner un peu de la force et tout, et je pense que c'est important de faire ça, et surtout dans un sport où, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que le sport il est en train de péter en ce moment, et donc du coup les jeunes… Il est en train de se mettre en place aussi. Mais je veux dire, les jeunes connaissent le paddle différemment que nous on l'a connu. Bien sûr. Et donc c'est vrai de relativiser, de se dire mais il y a 10 ans, c'était un sport encore méconnu et c'était vraiment de l'organisation amateurisme. Je pense que ça permet de peut-être remettre un peu les idées aussi au clair et de faire en sorte que les jeunes montent avec beaucoup d'humilité, beaucoup de bonnes idées dans la tête et de se dire il y a plein de choses à revoir aujourd'hui, même dans la préparation des joueurs. J'en ai discuté avec certains moi. Il y a plein de choses à améliorer et d'un œil extérieur, ça peut être intéressant de joueurs expérimentés comme Jérémy Scatena, comme Benjamin Tison, comme Robin Zida. Et puis je rappelle qu'il y a d'abord il y a une mise en place, tu l'as dit, il y a une mise en place qui est en train de se faire, il y a un département paddle qui s'est mis en place, qui est en train de se construire au sein de la Fédé. N'empêche, il y a pas mal d'anciens qui sont appelés au sein de la Fédé, je pense à Benjamin Tison, on le rappelle, qui a été appelé, qui n'y est plus, mais qui a été au sein de la Fédé. Il y a le CNE Paddle à Vichy qui est en train de se mettre en place et nous aurons Jérémy Garcia, nous aurons Baptiste le mari de Léa. Oui, Benetou. Merci, qui sera également présent. On voit des joueurs, j'ai dit anciens, je pense à Jérémy Garcia qui lui fait partie des meubles aussi. Donc c'est en train de se mettre en place. Donc allez, dernière question, peut-être le programme FIP Narbonne. Alors FIP Narbonne avec Nicolas Rouanet. Justement, j'ai été étonné quand j'ai vu ça. Nico, c'est un joueur avec qui j'ai joué au tout début quand il est arrivé. Pas Jérémy Scatena d'ailleurs, j'étais étonné. Non, je n'ai pas joué avec Jérémy. On fait le championnat de France ensemble. Oui, justement, mais justement pour se préparer. Non, mais en fait, j'ai envie de jouer à gauche puisque je me prépare pour le stage équipe de France. Donc, le fait de jouer avec Jérémy, ça veut dire que je joue à droite. Et donc, je ne pense pas que ce soit dans une suite logique par rapport à une échéance qui arrive rapidement, le stage équipe de France, qui est très important pour moi parce que c'est mon gros objectif de l'année, d'essayer d'être performant sur ce stage équipe de France. J'ai repris l'entraînement physique, je me rentraîne un peu plus. Et plutôt joueur de gauche. Et plutôt en joueur de gauche. Je pense qu'à droite, on a suffisamment de joueurs qui jouent très bien
pour aider l'équipe et faire des bonnes paires. Donc je pense que voilà, je pense être un meilleur joueur de gauche que de droite. Et si je suis bon au stage, si je peux apporter à l'équipe, je serai le premier à tout donner sur le terrain. Et si Pablo me sélectionne, je serai très content. Allez, dernier mot, le top 4 des joueurs de droite, puisque toi tu te positionnes en tant que joueur de gauche. Ah, tu veux que je donne ma sélection? À ta sélection, non pas pour la partie. Oh bah tu sais quoi, si, gauche et droite. Allez, c'est parti. On va commencer à droite alors. Allez, à droite. Alors attention, c'est ma sélection à moi. Oui. Moi, je prendrais du coup, en enlevant Thomas, bien évidemment, parce qu'il est blessé. Je prendrais Johan Bergeron, Dylan Guichard, Benjamin Tison, et j'hésiterais entre Maxime Joris et Yohan Boronade. Voilà. J'ai pas encore les idées claires sur cette possibilité-là, soit Joris, soit Boronade, parce que Boronade monte en puissance, je trouve. Il est jeune, et je pense que ça peut être bien aussi, parce que c'est le futur de l'équipe de France quand même, Yohan Boronade. Donc il mériterait, vu la saison qu'il est en train de faire là, de réfléchir en tout cas à peut-être le prendre à la place de Joris ou de Benjamin Tison, parce qu'après il y a des objectifs. Puis le stage en équipe de France va être important. Ouais, mais moi je pars du principe qu'en équipe de France, faut prendre les meilleurs. Il n'y a pas de ceux qui jouent le FIB, ceux qui jouent pas. Non, il faut prendre les meilleurs joueurs et je pense que Benjamin, aujourd'hui, vu le niveau qu'il a, il l'a démontré d'ailleurs. Benjamin Tison, pardon, mais la question ne se pose pas. Voilà. Elle se pose peut-être pour certains, en tout cas pour moi, elle ne se pose pas du tout. Ah non, mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, je n'ai pas vu à ma connaissance quelqu'un qui dise non, Benjamin Tison, il ne faut pas qu'il soit en équipe de France. Voilà. Et à gauche, il y a deux joueurs qui sont sur diète pour moi et qui sont clairement au-dessus à gauche. C'est Sébastien Blanquet et Timo Fonteny. Et après, ça va être un sacré casse-tête. Donc, il ne faut pas oublier quand même Maxime Forcin qui fait une très belle saison avec Benjamin. C'est ce que j'allais t'en parler. Maxime Forcin, qui est un joueur qui a toujours été aux portes de l'équipe de France. Et qui, pourquoi pas, pourrait être récompensé cette année à être sélectionné. Il y a le retour peut-être de Man Vives qui revient, même si je crois qu'il n'est pas encore à 100%. Mais il y a encore, jusqu'à octobre-novembre, il y a encore du temps. Un petit peu de delta, ça dépendra de… Thomas Vambos s'est blessé, donc je ne sais pas trop dans quel état il est, donc je pense que ça va être compliqué peut-être pour lui. Bon, voilà, moi, il y a des jeunes joueurs Il y a Jérémy Garcia, je pense à… Il y a des jeunes joueurs… Jérémy Garcia à gauche, non? Jérémy Robert, pardon. Robert. Non, pardon. Alors Franck, tu es en train de me perdre. Je le mets partout. Non, mais je le mets partout. Robert est un très bon joueur, pareil, il est jeune, il a du temps. Je pense que cette année, c'est encore peut-être un poil tôt à voir au stage comment il va jouer. Il a fait des très bons résultats, il a aussi fait des mauvais résultats. Faut pas… C'est la régularité en fait. Exactement, il faut que son niveau moyen augmente. Il a du temps, je veux dire, il est jeune. D'ici 2-3 ans, j'aurais pu citer d'autres jeunes de sa génération qui sont… Thomas Basso aussi. Thomas Basso, j'allais en parler. Qui joue très bien également. Ils sont au stage, il faut qu'ils profitent de cette expérience du stage pour justement peut-être se confronter aux meilleurs joueurs en France et surtout se laisser le temps. Il n'y a pas de pression pour eux. Ils jouent très très bien. Et si de toute façon Pablo, connaissant un peu Pablo, si au stage ces deux jeunes joueurs ils survolent le stage et qu'ils sont meilleurs que nous, ils seront pris. Je connais Pablo, je sais comment il fonctionne. Beaucoup de choses vont se jouer pendant cette équipe. Ça jouera quand même beaucoup au stage. En tout cas pour les joueurs de gauche. Même moi, là, te dire une sélection à gauche, à part Bastien et Timéo, il n'y a pas d'évidence là aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à y être. Donc on va voir le petit casse-tête. Peut-être qu'il peut aussi prendre un joueur supplémentaire de droite qui peut passer à gauche. Par exemple, Johan Bergeron peut jouer à gauche. On voit que Maxime Joris joue à gauche, même si je le trouve beaucoup plus performant à droite qu'à gauche. Enfin voilà, il y a plein d'options possibles et ça va être un sacré casse-tête pour les joueurs de gauche. Un peu moins peut-être pour les joueurs de droite. Eh bien, ce sera presque le mot de la fin. Bastien Blanquet, tu le vois avec qui en équipe de France? Allez, tu as 5 secondes pour répondre. Je le vois avec qui? Pour jouer? Pour jouer en équipe de France. Pardon, pas en équipe de France, pour jouer au championnat de France. Au championnat de France? Ouais. Alors, sans parler de règlement, parce que je ne sais pas ce qui est possible. Sans parler de règlement. Avec Johan. Ah oui, non, mais Johan est avec Thomas Vambos. Oui, mais il est blessé, Thomas. Si Thomas Vambos est opérationnel. Alors, je mets Joe Bergeron de côté. Là, je sais pas, il y a qui peut prétendre. Faut qu'il soit inscrit dans la liste, c'est ça, qu'il soit dans le… Sans parler de réglementation de joueurs qui seraient disponibles. Moi, Joe, ils jouent ensemble, ils jouent très bien ensemble. Je pense qu'il serait favori largement du championnat de France s'ils jouent ensemble. Après, si Bastien il veut m'appeler, je veux bien repasser à droite, il n'y a pas de problème. Je m'arrangerai avec Jérémy Scatella. Ah bon, d'accord. Ce sera le mot de la fin. À très vite.